Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence du Jardin des Sciences, la première de février, et on inaugure ce soir, pour tous les jeudis de février-mars, notre cycle dédié à la santé mentale, un cycle qui a été élaboré avec des partenaires fidèles, l'INSERM, le réseau Neurex et Neurostra. Tous les jeudis donc de février-mars, je vous l'ai dit, on va essayer d'aborder différentes facettes de cette thématique qui est vaste et éminemment actuelle, je pense qu'on pourra tous en convenir. Il sera question de stress post-traumatique, il sera question d'ocytocine et de ses propriétés anxiolytiques. On parlera également de l'horloge circadienne, bref, tout un tas de thématiques que je vous invite à découvrir dans le programme du Jardin des Sciences qui est disponible vers les portes à l'entrée. N'hésitez pas à vous le procurer si ce n'est pas déjà fait. Et donc, pour ouvrir ce cycle dédié à la santé mentale, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Jean-Paul Tassin. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre présence ce soir. Alors, vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM. Par ailleurs, vous travaillez actuellement au laboratoire en neurosciences de Sorbonne Université. Et puis, alors je propose de dresser un panorama vraiment non exhaustif de votre carrière avec quelques morceaux choisis pour donner quelques éléments de contexte à la tribune. Vous avez dirigé pendant des années une équipe de recherche au sein de la chaire de neuropharmacologie du Collège de France. Par ailleurs, vous avez été président du conseil scientifique de la mission interministérielle de la lutte contre la drogue et les toxicomanies au début des années 2000, mais aussi membre du conseil scientifique de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies à Lisbonne. Alors, en tant que neurobiologiste, vous étudiez plus précisément les mécanismes physiologiques qui sous-tendent l'addiction, avec ce fameux également circuit de la récompense. Et puis, ce soir, vous allez nous parler d'addiction, donc on l'a bien compris, mais également d'inconscient, sujet que vous avez abordé dans votre dernier ouvrage, Les coulisses du cerveau, avec ces fameux neuromodulateurs qui sont un peu à la croisée de ces deux disciplines. Mais je vais me taire et je vais vous laisser la parole, car vous serez bien mieux placé que moi pour en parler. À l'issue de cette présentation, nous aurons, comme d'habitude, un temps d'échange et de questions-réponses où vous pourrez prendre la parole. Je passerai avec mon micro entre les allées pour vous distribuer la parole. Merci de votre présence ce soir et bonne conférence à toutes et à tous. Bonsoir et merci pour cette présentation très bien documentée. Bravo. Bien, donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'inconscient et d'addiction. En général, je parle d'inconscient, ça prend 1 heure, et je parle d'addiction, ça prend 1 heure. Donc ça fait un total de 2 heures. Et là, j'ai 45 minutes. Donc ça va être un peu dense, ça va être un peu plus dense, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Alors, le premier point, c'est l'inconscient. On sait à peu près tous ce qu'est l'inconscient, c'est ce qui nous permet de faire des choses sans en avoir conscience, précisément comme faire du vélo, marcher, conduire une voiture. Et ça, c'est un inconscient qui est connu, relativement classique, et qui a une caractéristique, c'est qu'il est figé. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'inconscient qui est plus dynamique et qui nous fait faire des choses auxquelles on ne pense pas ou qu'on n'avait pas vraiment prévues. Alors, je vais commencer en vous racontant 2 petites histoires pour essayer de placer cet inconscient. La première, c'est l'histoire d'un monsieur qui est avec sa femme et qui va au théâtre. Donc, ils vont en voiture au théâtre. Il trouve une place pour se garer. Ils vont voir la pièce et ensuite ils rentrent et ils retournent chez eux. Et au moment de garer sa voiture, au retour, le monsieur s'aperçoit qu'il a garé sa voiture devant chez sa maîtresse. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait un acte inconscient. Le plaisir qu'il a pu avoir pendant la soirée a fait qu'il est parti dans une autre direction et qu'il a fait quelque chose de relativement automatique, mais qui est lié à son histoire, qui est lié à ses émotions. Et l'autre histoire, c'est une histoire qui est personnelle. C'est un jour, on m'avait demandé de faire une conférence de 10 minutes, 10 minutes avec des honoraires très élevés, que je trouvais extrêmement élevés. Donc j'ai évidemment accepté et je pensais que c'était relativement simple de faire une présentation de 10 minutes. Il n'y avait pas trop de problèmes, je n'avais pas besoin de faire de grosses répétitions. Et le jour de la présentation est arrivé et il se trouve que la conférence se trouvait pas très loin de chez moi. Donc j'y suis allé à pied et je suis arrivé 10 minutes avant l'heure. Et quand je suis rentré dans la salle était comble, il y avait 600 personnes, il y avait des écrans de télévision et qui était braqué sur le pupitre. Et donc là, je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais jamais y arriver, je n'avais pas prévu ça, moi j'étais tout à fait détendu. Et je dis, en plus, ils m'ont fait
des honoraires incroyables, il va falloir que je m'en sorte, comment je vais faire? Donc j'attends et le président, donc j'étais le premier à passer, donc le président ouvre la séance et il parle de mon travail, un peu comme lui, très intéressant, etc., très bien. Et donc c'est à moi de parler et je suis totalement stressé et j'ouvre la parole, je dis merci beaucoup Monsieur le Président pour cette allocation. Donc évidemment au lieu de allocution. Donc ça c'est le lapsus. Tout à l'heure c'était l'acte manqué, là c'est le lapsus. Et en l'occurrence c'est ça ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut voir en neurobiologie et ce qu'on peut essayer de comprendre comment ces mécanismes ont lieu, comment ils se mettent en place et comment ils peuvent atterrir dans une sortie comportementale qui ne correspond pas à ce qu'on souhaitait. Alors l'inconscient, on le voit là, on le connaît, enfin on sait très bien que l'inconscient est en fait la partie immergée de l'iceberg qui représente, alors on peut pas, c'est un peu idiot de donner des chiffres, mais c'est de l'ordre c'est plus de 90% l'inconscient par rapport au conscient. Le conscient, c'est ce qu'on connaît, mais c'est pas du tout ce que l'on vit, et cet inconscient, c'est lui qui nous dirige. Alors, si on essaye de placer tout ça dans un système nerveux central, il y a 86 milliards de neurones qui reçoivent, donc ça c'est un neurone, qui reçoivent ici des informations. Ici vous voyez les dendrites, ce sont les racines, et puis là vous avez des terminaisons qui vont faire contact avec les racines, et ici il va y avoir libération de neurotransmetteurs. Il y a 2000 à 10 000 contacts par neurone, et il y a une centaine de neurotransmetteurs. Alors vous voyez acétylcholine, GABA, glycine, noradrénaline, dopamine, sérotonine, etc. Et tous ces neurotransmetteurs vont être synthétisés par le neurone émetteur, vont traverser la synapse et vont aller rencontrer le récepteur qui se trouve en face et qui va permettre au neurone récepteur d'avoir une activité, une information. Ce que l'on peut dire tout de suite, c'est que parmi ces 100 neurotransmetteurs, il y en a 3 qui sont particulièrement importants, la noradrénaline, la dopamine et la sérotonine, qui sont très peu nombreux, extrêmement minoritaires, mais qui sont des modulateurs, qui ne transmettent pas une information, mais qui modifient l'activité des différentes structures sur lesquelles ils se projettent. C'est-à-dire qu'ils vont dire à des neurones, activez, diminuez, augmentez votre activité, diminuez votre activité, mais ce n'est pas à proprement parler une information. Alors, à partir de ces données, on peut travailler sur différents points, sur la mémoire, sur les rêves, sur la dépression, sur les arts, la création, le rire aussi. Et puis ce soir, on parlera plus précisément de l'addiction, une fois que j'aurai terminé un peu à essayer de placer cet inconscient. Alors, rapidement, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être neurobiologistes, je vous montre ce que c'est qu'un neurone tel que Golgi l'a obtenu avec son système de coloration. Vous avez ici le corps cellulaire, et là vous avez les dendrites, et puis un axone, c'est-à-dire le fil qui va connecter les autres neurones qu'on ne voit pas, parce que l'axone est trop petit, mais en revanche, le neurone, on le voit bien, mais il paraît seul, mais en fait il y en a 9 identiques, c'est-à-dire que ce système de coloration marque un neurone pour 10. Donc on en voit un, mais on ne voit pas les autres. Si on s'approche en microscopie optique, on voit ici ces dendrites, ces épines dendritiques qui reçoivent l'information. Et là, ce qu'on ne voit pas, c'est les axones qui arrivent. Mais là, vous avez donc un dendrite qui reçoit l'information. Et puis si on se rapproche et qu'on va en microscopie électronique, à ce moment-là, on voit la terminaison ici. On voit une terminaison, une deuxième terminaison, ici des vésicules qui contiennent le fameux neurotransmetteur dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous avez la synapse, et en face, vous avez le récepteur qui reçoit le message, et le récepteur qui reçoit le neurotransmetteur qui a été libéré par le neurone émetteur. Bien, alors donc, en résumé, on a un corps cellulaire qui est très très loin, qui serait à l'extérieur de la salle, qui va, et avec une terminaison qui va arriver ici, qui va se terminer là. Vous avez des vésicules qui contiennent le neurotransmetteur, et puis à l'occasion d'un potentiel d'action qui vient du neurone qui est très loin, enfin du corps cellulaire qui est très loin, eh bien, il va y avoir libération, les vésicules vont se coller contre la membrane, elles vont se libérer, elles vont traverser la synapse, elles vont venir activer le récepteur. Ça, c'est la base. C'est la base avec différents neurotransmetteurs, différents neuromodulateurs. Donc quand on dit le neurone est activé, ça veut dire qu'il y a plus de libération. Quand on dit le neurone est inhibé, ça veut dire qu'il y a moins de libération. Concrètement, il se trouve il semble qu'il y ait deux formes de modes de transmission dans le système nerveux central. Un
un premier traitement qui est rapide, qu'on appelle analogique. On va voir plus précisément ce que c'est, avec un codage qui dépend de caractéristiques génétiques de chaque individu. Alors évidemment, ce n'est pas des grosses différences, mais c'est des différences qui peuvent être importantes, qui vont faire des différences de transmission de l'ordre de quelques microsecondes. Et puis, ça dépend donc, c'est génétique, la densité neuronale, les protéines des canaux ioniques, etc. Et puis, un traitement plus lent, auquel on a accès, que l'on connaît, c'est le traitement qu'on appelle cognitif, qui fait intervenir une structure particulière qu'est le cortex préfrontal, et surtout les modulateurs dont je vous ai déjà un peu parlé. Et ces modulateurs, cette activité des modulateurs dépend des conditions affectives, en particulier du stress, et des motivations, d'envie de faire quelque chose. Donc ces deux traitements, on va essayer de voir à quoi ils correspondent et on va commencer par le traitement analogique. Alors ici, en principe, vous avez un bateau. Si vous ne voyez pas le bateau, on va avoir du mal après, mais pour l'instant, c'est un bateau. Alors c'est un bateau avec des neurones qui a priori sont représentés par des petites cases, et des cases noires et des cases blanches. Une case noire, c'est une cellule qui n'est pas activée. Une case blanche, c'est une cellule qui est activée. Et toutes ces cellules, pratiquement, sont en communication les unes avec les autres. Et donc là, nous voyons un bateau. A priori, c'est l'information, la perception que reçoit l'individu. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des neurones qui sont activés alors qu'ils n'ont aucune raison de l'être, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas alors qu'ils devraient l'être. Et puis, si on continue un peu plus loin, eh bien, on voit ce phénomène, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas corrects, entre guillemets, et ce qui était évidemment un bateau au début n'est plus forcément un bateau et pourrait éventuellement être un char d'assaut. Donc, il y a une limite, il y a une rupture qui peut se mettre en place. Et cette rupture, on la représente par l'intermédiaire des courbes iso-altitude, comme dans une carte géographique. Et vous voyez ici, on est à moins 400, ici, on est à moins 600, ici, on est à moins 800. Et en fait, l'information I1 va aller vers le fond de ce qu'on appelle un bassin. Cette information I1 va aller vers B. En revanche, l'information I2 va aller vers C. Donc, I2 et I1 sont très différents, donc il n'y a pas vraiment de problème. En revanche, entre I2 et I3, il y a relativement peu de différence, et I2 va donner C, alors que I3 va donner D. Et que I4, qui lui est très différent de I3, a priori, va aussi donner D. Et ça, c'est un phénomène très important, c'est-à-dire qu'en fonction de quelques éléments, quelques paramètres de l'environnement, on pourra avoir des réponses C ou des réponses D. L'exemple que l'on donne, enfin que je donne volontiers, c'est l'exemple d'une sorcière, et de la sorcière et de la fée. Ce sont toutes les deux des femmes, elles ont toutes les deux des chapeaux, elles ont l'une un balai, l'autre une baguette, mais, et donc a priori elles ont des paramètres identiques, mais la fée est souvent en rose et la sorcière en noir. Et cette couleur va permettre de différencier I2 et I3, faire que la sorcière va aller là et que, la fée va aller en D. Donc on a cette idée que, après, avec quelques paramètres, on va aller dans une direction sur un fond de bassin et ça va prendre un sens. Et ce sens peut éventuellement être faux si un tout petit élément dans les paramètres fait basculer à droite ou à gauche en fonction de la crête. Concrètement, enfin, la métaphore qu'on utilise ici, ce sont ces bassins attracteurs où on voit qu'une activité ici va aller dans le fond du bassin qui est là, ou une activité qui est là va aller dans le fond du bassin qui est là. Alors, je crois que je vais vous présenter d'abord un exemple. Pardon. Est-ce que vous avez vu ce qu'il y avait sur ce dessin? Pardon? Celle qui vient de passer là. Allez-y. Normalement, je vous préviens. Là, je ne vous ai pas prévenu. C'est la première fois que je fais sans prévenir. C'est pour voir. Après, je le ferai en prévenant. Mais pour l'instant, est-ce que vous avez vu quelque chose sur cette diapo? Une grenouille, vous dites? Vous avez vu une grenouille? Est-ce que quelqu'un a vu autre chose qu'une grenouille? Des coquillages, oui. Et puis, personne n'a vu un... Non. Bon, je ne le dis pas encore. Alors, je vais vous la faire passer, cette diapo. Je vais la faire passer très vite, et ça va vous donner une idée de la façon dont ça fonctionne. J'espère que ça va marcher. Alors, vous êtes prêts? C'est au milieu. J'ai l'habitude de dire aussi que ce n'est pas une question d'intelligence, et ce n'est pas sexuel non plus. Donc, vous avez pas mal d'éléments pour trouver la solution. Et quand vous la trouvez, vous me la dites dès que vous la voyez. Qu'est-ce que vous avez vu? Rien?
Toujours la grenouille? Alors, il y a les coquillages et la grenouille. Bon, souvent, il y a des gens qui voient un chat. Alors, on ne sait pas pourquoi, c'est un chaton. Alors, vous voyez, c'est effectivement des coquillages, mais avec cet élément-là a suffi pour le transformer en grenouille. Et puis, certaines personnes voient un chat parce qu'ici, il y a des petites oreilles. Bon, c'est une façon de voir qu'avec un élément comme ça qui passe très très vite, on va trouver une solution qui n'est pas forcément la bonne. La bonne, c'était les coquillages, bien sûr, mais compte tenu de la forme, etc., on peut aller vers la grenouille. Alors, il y a aussi un autre phénomène, c'est celui-là que beaucoup de gens connaissent maintenant, mais qui, il y a encore quelque temps, était relativement peu connu. C'est la façon de fonctionner du système nerveux central qui fait que, bien que tous ces mots soient écrits de façon erronée, on arrive quand même à lire, selon une étude de l'Université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. Et ça aussi, c'est parce que nous avons fabriqué au cours de notre développement un certain nombre de bassins attracteurs qui font qu'avec quelques éléments, on arrive au résultat final. Alors, en fait, ça, c'était, si vous voulez, le traitement analogique. Alors, le traitement analogique qui fait qu'avec quelques éléments, on fabrique le résultat final. Il est important pour fabriquer le bassin attracteur que les éléments aient été perçus plusieurs fois et que ces éléments aient été perçus de façon simultanée. Contrairement au système, au traitement cognitif qui, lui, va permettre de repérer des éléments qui sont arrivés de façon décalée dans le temps. Alors, je vous montre effectivement, j'essaye de vous montrer la différence maintenant entre le traitement analogique qu'on vient de voir et le traitement cognitif. Vous avez ici le cortex frontal, le cortex préfrontal, qui est une structure qui sert d'une part à faire un inventaire du stock de la mémoire à court terme, qui rassemble des éléments nécessaires à la réalisation d'une tâche et qui élimine les interférences. Or, ce cortex préfrontal, il a la caractéristique de maintenir en mémoire l'information. Il permet de maintenir en mémoire l'information. Dans le cas de l'analogique tout à l'heure, il suffisait de 60 millisecondes pour avoir une information. En dessous de 60 millisecondes, le cerveau voit mais ne peut pas dire ce qu'il a vu. À partir de 60 millisecondes, il voit et il peut dire ce qu'il a vu avec éventuellement des erreurs comme dans le cas de la grenouille. Et là, grâce à ce cortex préfrontal, il va pouvoir y avoir une persistance de l'information et un traitement de l'information. Alors là, je vous montre les premières expériences qui ont permis de comprendre ça. En l'occurrence, ce sont des modulateurs qui ont permis de le comprendre, mais je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans cette expérience. Cette expérience, c'est un singe, ici, à qui l'on montre une récompense. Ce qui est important, c'est qu'il adore ça. Et ensuite, on cache cette récompense avec deux petites plaques et en même temps, on baisse un rideau. Et on va laisser le singe avec ce rideau baissé et il n'a plus de contact visuel avec la récompense. Ensuite, on relève le rideau et si le singe a bien fonctionné d'une certaine façon, s'il a fait son traitement cognitif correctement, il va pouvoir retrouver le bon endroit. La suite, l'expérience suivante, on change le bonbon de côté, on refait la même expérience et théoriquement, le singe est capable de voir l'alternance. Eh bien, il se trouve que si l'on baisse le rideau pendant plus de 17 secondes, le singe n'est plus capable de voir où était la récompense. Il répond au hasard. Donc, il a un traitement cognitif qui lui permet de faire des liens entre des événements qui ont eu lieu de l'ordre de 10 à 15 secondes, qui sont différés de 10 à 15 secondes. Pour faire ce travail, il a besoin du cortex préfrontal et il a aussi besoin d'un des modulateurs dont vous avez déjà entendu parler, qui est la dopamine. Cette dopamine, elle est libérée dans le cortex préfrontal pendant cette période. Et pendant cette période, le singe maintient en mémoire cette information qui va lui servir pour récupérer la récompense. Alors évidemment, c'est important qu'il y ait une récompense et c'est important que ça ne dure pas trop longtemps parce qu'il est limité à 17 secondes. Chez l'homme, le système ne peut pas être utilisé parce qu'en fait, ce que font les hommes, il y a des stratégies assez simples qui consistent à fermer la main
du côté où était la récompense et garder comme ça, on peut rester pendant très longtemps sans aucun problème. Mais en fait, ce qui nous importe ici, c'est de voir que grâce à cette dopamine, en l'occurrence, qui est libérée dans le cortex préfrontal, et le cortex préfrontal, l'animal est capable de faire un traitement cognitif et donc de fabriquer des bassins d'attracteurs qui, contrairement à ce que je vous ai montré au début, sont des bassins d'information qui ont eu lieu de façon simultanée. Et bien, dans le cas du traitement cognitif, les informations peuvent être différées, peuvent dépendre l'une de l'autre, enfin, disons dans le temps, et donner naissance à des nouveaux bassins qui, eux, seront différents des bassins analogiques purs et durs. À la naissance, les modulateurs ne sont pas là, pas encore. Ils ont démarré, mais ils sont en train de se développer. Et en fait, l'enfant, à la naissance, va faire pratiquement, essentiellement, dans les premiers mois, des traitements analogiques, c'est-à-dire des liens entre des phénomènes qui sont simultanés. Et petit à petit, l'arrivée des modulateurs va permettre le traitement cognitif. Et en l'occurrence, pour arriver à avoir conscience d'un phénomène, il faut absolument utiliser le traitement cognitif. Ce qui fait qu'un enfant va se trouver, et c'est un phénomène classique, dans une situation qu'on appelle l'amnésie infantile, c'est-à-dire que pendant les premières années de sa vie, il a un traitement essentiellement analogique, donc il ne peut pas se souvenir d'événements qui ont eu lieu dans les 18 premiers mois. Et petit à petit, il va pouvoir faire ce traitement cognitif et faire des astuces dont on aura peut-être l'occasion de parler. Pour bien comprendre cette différence, cet aller-retour entre le traitement cognitif et le traitement analogique, on peut revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a ce traitement rapide analogique et ce traitement lent cognitif. Et en fait, l'élément qui montre bien cette différence, c'est le rêve. Vous savez bien sûr que lorsque l'on s'endort, le cerveau continue à fonctionner, le cerveau ne s'arrête pas. Mais en l'occurrence, la plupart des neuromodulateurs, des modulateurs s'arrêtent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de traitement cognitif chez l'homme qui dort, et la femme aussi. En revanche, il y a un certain nombre de phases de sommeil. Il y a le sommeil lent, le sommeil paradoxal. Et pendant très longtemps, on a estimé que le rêve avait lieu pendant le sommeil paradoxal. Parce que dans le sommeil paradoxal, il y a des mouvements d'yeux qui rappellent une situation d'éveil et que l'enregistrement électroencéphalographique du sommeil paradoxal montre un enregistrement qui ressemble à celui de l'éveil. Donc la personne dort, elle bouge les yeux, et Michel Jouvet, à Lyon, a estimé que cette période était une période de rêve. Et en plus, quand il réveillait les gens, il montrait que les gens racontaient un rêve. Donc pour lui, c'était clair que le rêve avait lieu pendant le sommeil paradoxal. Il se trouve que quelques mois plus tard, d'autres équipes américaines ont montré que quand on réveille les gens en sommeil lent, ils racontent aussi un rêve. Et en l'occurrence, c'était un problème qui n'a pas été soulevé et qui est resté un peu inconnu, disons, d'une certaine façon, un peu sous le tapis pendant plusieurs années. Et puis petit à petit, les gens qui travaillent sur le sommeil se sont rendus compte qu'on ne rêvait pas qu'en sommeil paradoxal et que non seulement ça, mais on ne peut pas rêver pendant le sommeil. Puis quand on dort, les modulateurs sont arrêtés et on ne peut pas faire de traitement cognitif. Et pour qu'il y ait rêve, il faut qu'il y ait expression, il faut pouvoir le raconter, donc il faut passer par le conscient. Et que se passe-t-il en fait ? Ce que l'on ne sait pas, c'est que, disons, peu de gens savent, c'est que en dormant, le très bon dormeur, nous tous, nous faisons de 10 à 15 micro-éveils par nuit, y compris les très bons dormeurs. Ce qui veut dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des micro-éveils ? On fait des micro-éveils parce que les modulateurs s'arrêtent pendant le sommeil, mais qu'ils ne peuvent pas s'arrêter pendant des temps trop longs, parce que sinon ça endommagerait les neurones. Il est donc absolument indispensable, de temps à autre, de faire des micro-éveils. Et ces micro-éveils entraînent une activation brutale des systèmes modulateurs, et cette activation brutale des systèmes modulateurs donne naissance à un rêve. Ce rêve, c'est la transformation cognitive de l'événement analogique qui était en train d'être traité. Alors évidemment, ce rêve a lieu pendant des temps extrêmement courts et il y a un certain nombre de phénomènes qui font que les rêves sont, par définition, oniriques, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à la réalité. Et ils ne correspondent pas à la réalité parce que le
le cognitif n'a pas eu le temps de leur donner un sens réel, puisqu'il est surpris par ce réveil brutal, cette activation brutale des modulateurs, et qu'il transforme ce traitement analogique qui avait lieu de façon continue pendant le sommeil en traitement cognitif et donc en rêve. Alors tout le monde ne rêve pas. Pourquoi tout le monde ne rêve pas? Parce que pour raconter un rêve, il faut non seulement qu'il ait eu lieu, mais en plus il va falloir le mémoriser. Et la mémorisation de ce rêve va prendre quelques secondes. Donc si vous vous rendormez avant que le rêve ait pu être mémorisé, à ce moment-là, vous vous réveillez en disant « je n'ai pas rêvé ». Et pendant un certain temps, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je ne rêve pas ». Ils ne rêvent pas, mais ils pensent qu'ils ne rêvent pas. Mais en fait, ça ne veut pas dire... oui, disons qu'ils ne rêvent pas. Et pendant un certain temps, on pensait que le fait de ne pas rêver pouvait rendre fou. Mais pas du tout. C'est le fait de manquer de sommeil paradoxal qui peut rendre fou. Mais comme le sommeil paradoxal n'est pas parallèle au rêve, vous voyez que la différence qui peut exister. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais l'idée c'est qu'on a tellement raconté que le sommeil paradoxal c'était le rêve, que maintenant on a beaucoup de mal à dissocier le sommeil paradoxal du rêve. Et en fait, il ne peut pas y avoir de rêve en sommeil paradoxal parce que les modulateurs sont arrêtés et qu'on ne peut pas y avoir accès. Il n'empêche que s'il y a des micro-éveils pendant le sommeil paradoxal, à ce moment-là, il peut y avoir fabrication de rêve. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la façon dont on peut vérifier tout ça. Éventuellement, pendant la discussion, on pourra y aller. Il est 7 heures, il me reste quelques minutes. Alors, on avait dit qu'on parlait d'addiction. Effectivement, les modulateurs dont je vous parle et qui permettent ce passage de l'analogique au cognitif, de l'inconscient au conscient, eh bien, ils sont extrêmement peu nombreux. J'ai mis 0,1%, mais c'est beaucoup moins que 0,1%. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, le GABA, l'acide glutamique, des neuropeptides. Et ici, vous avez les modulateurs. 5-hydroxytryptamine, ça veut dire sérotonine, noradrénaline, dopamine. Moins de 0,1%. Et de l'autre côté, vous avez plus de 99,9%. Ici, c'est un modèle radiophonique. C'est le principe des modulateurs. Modèle radiophonique, c'est-à-dire qu'on part d'un endroit relativement concentré, un émetteur qui va être à Strasbourg, et puis cet émetteur va émettre de telle façon que tous ceux qui auront des récepteurs dans la région vont recevoir le message. Et puis de l'autre côté, vous avez ici le point à point, c'est-à-dire modèle téléphonique, c'est le téléphone portable, il y a un émetteur, on parle à une personne. Donc toutes les structures sont en communication les unes avec les autres, et puis d'autres sont modulées parce que le modulateur va décider de l'importance d'une structure par rapport à une autre en fonction de la situation qu'il va falloir régler. Donc vous avez ici les modulateurs qui modulent les réseaux, et évidemment ces modulateurs modulent les réseaux en fonction des informations qui sont rentrées. Donc ça, c'est vraiment une base, et je vous le montre de façon précise. Vous avez ici donc un cerveau humain avec là la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine. Vous voyez ici ces structures qui sont pratiquement superposées aux réseaux neuronaux et qui vont diverger, qui vont faire comme un arbre, qui vont aller dans les différentes structures pour décider des structures à privilégier pour répondre à une situation. Globalement, et là ça peut paraître un peu compliqué, mais les entrées sensorielles, les afférences sensorielles, la vision, le toucher, l'audition, vous avez un relais dans le thalamus, puis vous allez dans le cortex, ici, avec les aires associatives, la vision, le toucher, l'audition, tout ça, ça va être associé, et simultanément, vous avez une activation des systèmes à noradrénaline, à sérotonine, liés à ces entrées sensorielles. Et là, le message qui est entré ici va prendre un sens et va retourner vers le système dopamine, et cette dopamine qui est en aval de ces systèmes noradrénaline et sérotonine, cette dopamine va décider d'une hiérarchie entre les structures corticales et les structures sous-corticales. Et donc la sortie comportementale dépendra de cette hiérarchie cortico-sous-corticale et dépendra aussi du sens que les afférences sensorielles auront pris au cours du temps, au cours du développement de l'individu. Donc ça nous amène doucement à la situation de l'addiction, parce qu'effectivement, les produits tels que l'héroïne, tels que la morphine, la cocaïne, l'amphétamine, etc., enfin, l'alcool aussi, le tabac, sont des produits qui vont intervenir sur ces modulateurs. C'est pratiquement la cible privilégiée des modulateurs.
Entre parenthèses, d'ailleurs, les antidépresseurs agissent aussi sur les modulateurs. Les neuroleptiques, les antipsychotiques agissent aussi sur les modulateurs. Donc en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que tous les produits psychotropes qui interviennent sur le psychisme sont des produits qui interviennent non pas sur les 86 milliards de neurones, et heureusement parce que sinon on bloquerait tout le système, mais qui interviennent sur les modulateurs, c'est-à-dire sur ces 2 millions qui sont extrêmement minoritaires et particulièrement fragiles, entre autres parce que si la dégénérescence devient importante, on arrive à des maladies telles que la maladie de Parkinson, qui est liée à la dégénérescence de certains neurones dopaminergiques et noradrénergiques. Alors, on arrive à l'addiction. Alors ça, c'est simplement vérification. Oui, ce que j'ai pas voulu le dire, mais je vais le dire maintenant. C'est qu'en fait, ces deux systèmes ont une caractéristique, c'est que la noradrénaline, voilà, la noradrénaline a tendance à vous faire remarquer un événement nouveau. Là, j'ai crié, les gens ont sauté. Il y en a certaines qui sont plus sautés que d'autres, mais c'est une façon, la noradrénaline est là pour augmenter le rapport signal sur bruit et dire attention, il se passe quelque chose. Et la sérotonine, simultanément, est activée, mais elle est là pour protéger le système nerveux central de cette activation. Quant à la dopamine, elle reçoit l'information et c'est elle ensuite qui va décider de ce qu'il faudra faire, s'il faut courir parce que c'est vraiment important, il y a le feu, ou au contraire, on peut rester encore quelques minutes. Donc ça, ce système, vous avez compris que d'un côté, vous en avez un qui active en fonction de ce qui vient de l'extérieur, et l'autre qui protège en fonction de ce qui vient de l'extérieur. Et ces deux systèmes, noradrénaline et sérotonine, sont couplés. L'un est couplé à l'autre, l'autre est couplé à l'un. Et en fait, ça va avoir une conséquence, puisque c'est là-dessus que les drogues vont intervenir, c'est là-dessus que l'héroïne, la morphine, la cocaïne et l'amphétamine vont intervenir. C'est ce système de couple. Alors, je résume. Les neurones noradrénergiques sélectionnent et amplifient les informations externes. Les neurones sérotoninergiques maintiennent le traitement des informations internes, c'est-à-dire qu'ils protègent le système nerveux central de ces événements nouveaux et pas forcément agréables. Et les neurones dopaminergiques décodent l'ensemble, c'est-à-dire qu'ils reçoivent tout ça du cortex et ils décident de ce qu'il va falloir faire, de quelle structure il va falloir activer pour avoir une sortie comportementale adéquate. Alors, pour vous montrer comment marche ce système, j'ai pris un exemple qui est un exemple assez simple. Ici, vous avez, vous avez ici, le cortex, c'est en haut. Ça, c'est une structure sous-corticale dont je parlais tout à l'heure. Et là, ici, vous avez la dopamine qui part de l'aire tegmentale ventrale, peu importe, et qui va vers une structure sous-corticale et aussi vers une structure corticale. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous prenez une drogue, l'intervention sur la dopamine va faire que vous allez déséquilibrer ces deux structures. Parce que ici, c'est un truc très important, et puis là, c'est beaucoup moins important. Donc, vous allez déséquilibrer la structure et vous allez entraîner ce que nous constatons en tant que neurobiologiste chez l'animal, une hyperactivité locomotrice. L'animal devient hyperactif. Et on va le mesurer. Et on va le mesurer et on va le regarder exactement ce qui se passe quand on donne des drogues. Pour mesurer cette activité locomotrice, on prend un corridor circulaire ici. Ici, vous avez la tête d'un rat, là, vous avez la queue d'un rat. Ici, vous avez des cellules photoélectriques et l'animal va courir, va déambuler dans ce corridor circulaire qui, pour lui, est vraisemblablement continu. On ne sait pas exactement ce qu'il pense, c'est difficile, il ne faut même pas essayer de comprendre, mais en tout cas, il marche. Il marche et donc on va pouvoir analyser la vitesse de ses déplacements. Et lorsque l'on fait la première injection, ici c'est de l'amphétamine, ça pourrait être de la cocaïne, mais ici c'est de l'amphétamine. Donc là, l'animal s'habitue à l'environnement, c'est son activité. Là, on est dans les 40 minutes. Et puis on injecte ici l'amphétamine. Et là, vous voyez l'animal qui va augmenter son activité locomotrice pendant environ 2 heures, 120 minutes. On va reprendre ces mêmes animaux, parce que ça, on fait ça sur plusieurs animaux. On reprend les mêmes animaux, on les remet dans le même environnement, et on leur réinjecte la même dose d'amphétamine pour voir ce qui va se passer. Et lorsqu'on réinjecte la même dose, on s'aperçoit, aux surprises, que cette fois-ci, les animaux réagissent beaucoup plus fort. On est passé à 50, là on va passer à 80. Et
a priori, c'est la même dose, on ne comprend pas ce qui se passe, puisque théoriquement, on a dans l'idée que, que le toxicomane, il va en prendre de plus en plus et qu'il va avoir de moins en moins d'effets. Là, c'est le contraire. Il prend toujours la même dose et il y a de plus en plus d'effets. Bizarre. Troisième jour. Le troisième jour, encore, on est là. Donc là, maintenant, on est carrément à 120. Il se passe vraiment quelque chose. Et c'est ça ce qu'on va chercher à comprendre. Parce que le quatrième jour, c'est encore plus fort. Alors, bon, on se dit qu'il s'est passé quelque chose, on va essayer de comprendre. Cette amphétamine, on sait très précisément qu'il agit sur les modulateurs et de façon tout à fait spécifique sur les modulateurs. Il y a quelque chose qui s'est déréglé. Il y a quelque chose qui s'est déréglé, mais on se dit qu'il va falloir attendre un tout petit peu et puis ça va revenir au niveau initial. Donc on va attendre, on va laisser un mois ces animaux sans amphétamine dans leur cage tranquille avec les copains et on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe un mois plus tard? On est là. C'est-à-dire qu'un mois plus tard, le système qu'on a déréglé, il se maintient déréglé. Et en fait, c'est la répétition des prises qui a entraîné le dérèglement, et ce dérèglement se maintient, et se maintient pendant 1, 2, 3, 4 mois. Et si vous pensez qu'un animal vit 2 ans, vous voyez que 4 mois, pour un homme, c'est extrêmement long. 4 mois pour un rat, c'est très très long pour un homme. Donc, il y a ce phénomène, et en fait, ce phénomène, et donc, c'est parce que j'arrive à mes 45 minutes, et ce phénomène que je vais vous l'expliquer rapidement, c'est qu'en fait, le contrôle entre les systèmes noradrénaline et sérotonine dont je parlais tout à l'heure, ce contrôle, c'est d'effet. C'est que le système, ça donne ça. Alors, je vous l'explique rapidement. Ici, vous avez le cortex, donc. Ici, vous avez la noradrénaline qui contrôle le cortex. Ici, vous avez la sérotonine qui contrôle le cortex. Et puis, une fois que l'information est arrivée dans le cortex, elle redescend vers la dopamine, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La sérotonine, elle contrôle la noradrénaline, et la noradrénaline contrôle la sérotonine. En fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que c'est un peu comme des coureurs. Si vous prenez un coureur de sprint et un coureur de fond, et que vous leur mettez une ficelle entre les deux, que vous tirez sur le revolver pour qu'il démarre, tant qu'il y a la ficelle, si le coureur de sprint court un peu plus vite que le coureur de fond le régule. Et puis quand le sprinter est un peu fatigué, le coureur de fond le tire. Ça, c'est la ficelle qui fait qu'il y a une régulation entre le système qui protège de l'extérieur et le système qui perçoit de l'extérieur, noradrénaline, sérotonine. Et puis, lorsque vous répétez ces prises de produits, vous réactivez systématiquement les deux systèmes et le lien qu'ils ont entre eux va se défaire. Le contrôle sérotoninergique de la noradrénaline et noradrénergique de la sérotonine va se défaire, les systèmes vont se découpler. Et ça donne ça, c'est-à-dire qu'ils vont se découpler, c'est-à-dire que le contrôle ne va plus avoir lieu, celui-là non plus, et du coup, il va y avoir une activation très importante ici, au niveau du cortex, et la conséquence, c'est que la sortie comportementale va être activée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce découplage, qui va se maintenir pendant plusieurs mois chez le rat et probablement plusieurs années chez l'homme, est un système de dérégulation qui est lié à la prise répétée d'un certain nombre de produits, pas n'importe lesquels, des produits qui entraînent l'addiction chez l'homme. Alors, vous me direz, et c'est ce que j'avais marqué, mais bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Eh bien, il se trouve que très récemment, on peut faire quelque chose contre ça, et je vais vous montrer. On va essayer, ici, c'est ça, les dernières diapositives, on va essayer de contrôler ce découplage et de réverser ce découplage. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Bien, voici comment on a fait. On a pris des animaux, des souris, à qui on a donné de l'eau alcoolisée à 10%, qui ne pouvaient boire que cette eau alcoolisée. On les a laissés pendant 10 jours, une quinzaine de jours, et ces animaux sont devenus alcoolodépendants. Donc ils sont alcoolodépendants, et vous voyez ici, on est à 0, bon, ici vous avez ces animaux-là, en blanc, ne boivent pratiquement que de l'alcool. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Et puis progressivement, enfin à partir de cette date-là, on va leur donner la possibilité de boire soit l'eau alcoolisée, soit de l'eau. Donc, et ici, vous voyez que ces animaux-là, à qui on n'a rien donné d'autre, mais on leur donne le choix entre l'eau et l'alcool, ils préfèrent l'alcool. Et puis quelques jours après, ils préfèrent toujours l'alcool. Donc cela, c'est clair. Et puis ici,
on a commencé à donner des produits qui contrôlent le transporteur, qui contrôlent qui contrôle le contrôle de noradrénaline sur la sérotonine, et un autre qui contrôle le contrôle de la sérotonine sur la noradrénaline. Donc, on voit que si l'on donne l'un des deux, ici on est là, si l'on donne l'un des deux, eh ben, il continue à prendre de l'alcool. Mais à partir du moment où on donne les deux, c'est-à-dire qu'on bloque l'aller et le retour, quand on donne les deux, eh ben, progressivement, les animaux se mettent à préférer l'eau. Et petit à petit, au bout de quelques jours, ils vont prendre pratiquement 85% d'eau. C'est-à-dire qu'en bloquant, en réversant le découplage, on leur a permis de retrouver un comportement qui n'est plus dépendant de l'alcool. Voyez en quoi l'alcool, a priori, c'est pas très bon pour eux, donc ils préfèrent l'eau, sauf s'ils en sont dépendants. Alors, ça, c'était il y a quelques années, et depuis, on a eu la chance d'avoir des soutiens de l'Europe, et qui nous ont permis de demander à 150 patients de prendre le médicament qu'on a développé ici, qu'on appelle le KT110, c'est-à-dire ce médicament ici, qui est le mélange de ces deux produits. On ne voit pas ici, le mélange de ces deux produits. Et il y a 50 patients qui ont eu du placebo, donc elle est en double aveugle. Il y a 50 patients qui ont eu ce mélange relativement faible et 50 patients qui ont eu un mélange plus fort. Et il se trouve que les résultats de la levée du double aveugle a été faite le 19 janvier, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, et qu'on s'est aperçu qu'effectivement, on avait obtenu un taux de disparition de la boisson qui était tout à fait étonnant. Donc, en fait, il semble que la théorie colle avec la clinique. Alors maintenant, on a fait sur 150, et pour que le médicament qui n'a pas d'effet secondaire, c'est important, puisse aller sur le marché, il faut passer à ce qu'on appelle la phase 3, c'est-à-dire la phase qui permet de donner ce médicament à 3000 patients et de voir ce qui se passe si sur 3000 patients, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de problème. Et pour ça, il faut 200 millions d'euros. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci pour votre présentation. On va passer maintenant au temps d'échange, de questions-réponses. N'hésitez pas à me faire signe si vous souhaitez intervenir et je vous donne la parole. Y a-t-il des premières questions dans l'Assemblée ? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai deux questions, une sur la question du rêve et puis une justement sur ces résultats. Je me demandais, alors vu que ça se base sur le fait, donc les modulateurs, est-ce que ça a été essayé avec d'autres drogues? Pardon, est-ce que ça a essayé sur d'autres produits? Oui, c'est ça. Oui, oui, effectivement. Non seulement ça a été essayé sur d'autres produits, mais là, si vous allez voir comme c'est un peu bizarre la vie, c'est qu'en fait, on a commencé avec la cocaïne, on a commencé avec l'héroïne, on a commencé avec la morphine, et ça marchait avec la cocaïne, la morphine. Mais en fait, industriellement, ça n'intéresse personne, la cocaïne et la morphine, parce qu'il n'y a pas assez d'addicts. Et que, en revanche, le gouvernement, et l'Europe en particulier, est très intéressé par un produit qui pourrait faire passer l'addiction à l'alcool pour des raisons sociales et pour des raisons d'accidents, etc. Alors, il ne s'intéresse pas au tabac, il ne s'intéresse pas vraiment à la cocaïne ou à la morphine, mais en revanche, l'alcool, c'était intéressant. Donc, pour avoir des financements, c'était l'alcool qui était intéressant. D'accord, mais vous avez eu les mêmes résultats, du coup, avec d'autres... Pardon ? Vous avez eu les mêmes résultats avec... Oui, on a les mêmes résultats, mais on ne peut pas faire ce qu'on a fait là. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner enfin, on pourrait le faire avec de la morphine. C'est un peu plus compliqué. Mais là, c'était tellement... Enfin, de toute façon, on n'a pas testé chez l'homme, hein, on a testé que l'alcool sous cette forme-là, et on n'a fait que l'alcool chez l'homme pour l'instant. Mais effectivement, ça fait partie de ce qui est dans les cartons, mais pour des années. Parce que là, avant que ce médicament puisse sortir, si tout se passe bien, il faut encore 5 ans. Plus fort, plus fort. Donc le principe, c'est que biologiquement, vous ne pouvez pas dormir de façon continue parce que les modulateurs, les neurones modulateurs auraient des problèmes physiologiques s'ils restent arrêtés pendant plus de 20 minutes.
Il va donc falloir qu'il se réactive de façon un peu anarchique, et cette réactivation va entraîner un traitement cognitif brutal à partir de ce qui était en train d'être traité en analogie. Maintenant, si vous réveillez quelqu'un, et c'est ce qu'a fait Michel Jouvet, si vous réveillez quelqu'un, vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire que vous entraînez une activation des modulateurs et vous créez le récit de rêve. Et c'est parce qu'il a réveillé des gens en sommeil paradoxal qu'il a dit le rêve, en fait, il n'a pas interrompu un rêve, il a créé un rêve. Maintenant, si vous voulez le vérifier chez vous, vous l'avez sûrement déjà vérifié, vous pouvez mettre de l'eau sur le nez de votre conjoint qui dort, et vous verrez qu'il va se réveiller en vous disant « c'est marrant, j'étais dans un endroit absolument incroyable, il faisait beau, et brutalement il s'est mis à pleuvoir ». Donc et alors ça a une autre conséquence, c'est qu'en fait, le rêve réveille, ou plutôt l'élément extérieur va réveiller, et ça va créer la fabrication d'un rêve qui est donc rétrograde. C'est-à-dire que le rêve se termine au moment où il a été réveillé. L'exemple que je donne, parce que je l'ai vécu, et c'est peut-être pour ça que je suis devenu neurobiologiste, c'est que j'étais avec un camarade, j'avais 8-9 ans, on était sous la tente avec les louveteaux, et lui, il a eu la chance d'avoir un appareil photo avec un flash. Donc, on dormait, et je me suis réveillé avant lui, et j'ai été prendre son appareil photo avec le flash, j'ai pris l'appareil, et je l'ai photographié. Et à ce moment-là, il s'est réveillé. Et il m'a dit, c'est dingue, j'étais dans une chambre noire, et je cherchais désespérément un bouton pour allumer la lumière. Et au moment où j'ai trouvé le bouton et que j'ai appuyé, à ce moment-là, je me suis réveillé. Et là, je me suis posé une question, c'est-à-dire, mais comment est-ce qu'il a pu prévoir que j'allais le réveiller avec le flash? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le flash l'a réveillé. Il a fabriqué son rêve entre le moment où il a reçu le flash et le moment où il a ouvert les yeux, qui fait 500 millisecondes ou une seconde. Et en une seconde, vous faites 60, étant donné que chaque image a 60 millisecondes, en une seconde, vous en faites 16. C'est-à-dire que vous avez 2 pages de Tintin. Donc vous voyez ce que vous pouvez fabriquer en une seconde, avec un système nerveux central qui marche à une vitesse qu'on n'imagine pas. On n'imagine pas que ça puisse aller aussi vite, qu'il puisse y avoir une image toutes les 60 millisecondes. Alors, c'est tout le début de la neuropharmacologie, c'est que en fait, on est capable de détruire ces neurones de façon extrêmement spécifique, avec des produits chimiques qui rentrent à l'intérieur du neurone et qu'il faut exploser, tout en laissant les autres identiques. Et puis on est capable de bloquer les transmissions avec des inhibiteurs. Et à ce moment-là, on s'aperçoit effectivement que le sommeil est perturbé, etc. Et puis on peut enregistrer ces neurones, puisque, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là, c'est pas... Hop, vous voyez, ces neurones, ils sont là, ils sont là, ils sont très divergents. Donc si vous avez attaqué ici, hop, vous détruisez tout ça. Si vous attaquez ici, vous détruisez tout ça. Donc c'est très facile. Alors que si je vous demande de détruire les neurones à glutamate, vous en avez une quarantaine de milliards qui se baladent comme ça, partout. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Alors effectivement, le neuromodulateur, pour le neurobiologiste, c'est vraiment exceptionnel. Parce qu'il peut travailler très précisément, avec des injections très précises et détruire l'ensemble du circuit et avoir les conséquences comportementales. Oui. 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 Alors, oui, oui. Vous avez raison. En fait, je l'explique. C'est pas moi qui l'explique, c'est que en fait, il faut refroidir la partie mésencéphalique. Donc, en mettant de l'eau mésencéphalique, c'est-à-dire cette partie-là, il faut refroidir cette partie, parce que pour s'endormir, il faut que les modulateurs s'arrêtent. Et si vous êtes énervé, si vous êtes stressé, si vous avez de la fièvre aussi, en l'occurrence, on pourra en reparler aussi, si vous avez de la fièvre, les modulateurs sont très activés, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Donc le froid va leur permettre de s'arrêter. Et le Michel Jouvet, donc, qui était le grand chercheur lyonnais sur les rêves et sur le sommeil,
lui, il avait réussi enfin, disons, à léser certaines parties qui entraînaient que l'animal ne dormait plus. Et puis un jour, par hasard, l'animal s'est endormi et il a regardé. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que l'animalier, qui était arrivé en retard le matin, au lieu de décongeler la nourriture, il l'avait laissé congeler. Et donc l'animal s'est pris de la viande congelée. Ça l'a refroidi et toc, il est tombé. Et donc, en fait, il faut arriver à faire baisser la température. Et pour s'endormir, il faut que la température baisse. Et si vous avez de la fièvre, par exemple, vous avez beaucoup de mal à vous endormir et vous vous réveillez très souvent. Vous vous réveillez très souvent avec des rêves, parce que vous êtes réveillé très souvent. Et ces rêves sont liés au fait que quand la température est au-dessus de 38, les modulateurs ne peuvent plus s'arrêter. Donc, ils se maintiennent un peu arrêtés, puis toc, ils vont repartir. Et là, vous faites un rêve, éventuellement un cauchemar, qui n'est autre qu'un rêve différent. Oui. Le médicament qui est déjà... enfin, il y en a deux médicaments qui font... Enfin, concrètement, ce sont des médicaments qui permettent en moyenne de faire baisser la consommation de 10 à 15 grammes d'alcool. Et le nôtre, celui qu'on a fait, on obtient on fait baisser jusqu'à 35 grammes. Donc, si vous voulez, pardon, c'est essentiellement un problème de quantification, c'est-à-dire que d'une part, ce médicament, contrairement au baclofène, c'est peut-être vous pensez au baclofène, mais le baclofène a beaucoup de problèmes, entre autres, créer une sédation très importante et surtout des doses qui sont énormes pour arriver à atteindre un effet qui est discuté, mais surtout qui entraîne des effets de sédation qui peuvent être carrément dangereux. Donc là, on est dans une situation complètement différente puisque le baclofène va intervenir sur des systèmes GABAergiques un peu plus compliqués et que là, on est sur les modulateurs, donc c'est totalement différent. Donc la plus-value, elle n'est pas discutable. Effectivement, mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que pendant très longtemps, on ne nous a pas financé parce qu'on nous a dit mais vous n'arriverez pas à faire mieux que le baclofène. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que le baclofène ne marchait pas si bien que ça. Et là, à ce moment-là, on nous a financé. Ce sont les arcanes des financements. Comment ils se présentent? Ah, ce sont des molécules. Ce sont des molécules qui ont des masses molaires de 100, 150. Donc, si vous voulez, vous êtes chimiste? Pas du tout. Non? Comment vous le décrire? Ce sont des molécules comme le sucre, comme le sel de cuisine, mais en l'occurrence, c'est des molécules organiques avec un cycle basénique et puis avec des COH, des NH2. Voilà. Mais ce sont des petites molécules, très très petites. Ça n'a rien à voir avec les peptides qui, eux, sont des enchaînements d'acides aminés qui peuvent monter à 3000 ou 30 000 de masse molaire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des molécules qui malgré tout, ne passent pas la barrière hémato-encéphalique. Je veux répondre à votre question. La barrière hémato-encéphalique, c'est en fait, dans le sang, nous avons des modulateurs, la noradrénaline, l'adrénaline, nous en avons dans le sang, mais en quantité énorme. En sérotonine aussi, on en a en quantité énorme. Et dans le cerveau, les quantités sont beaucoup plus faibles. Mais ces molécules sont telles qu'elles sont protégées, enfin plutôt, elles sont empêchées de rentrer dans le système nerveux central par un système qu'on appelle une barrière entre le sang et l'encéphale, hémato-encéphalique. Et cette barrière fait que des petites quantités de sérotonine peuvent avoir un sens pour le cerveau et qu'on empêche les grosses quantités de sang qui sont dans le sang de rentrer dans le cerveau. Moyennant quoi, si vous avez une fragilité de la barrière hémato-encéphalique, à ce moment-là, ça peut entraîner des troubles nerveux, enfin des troubles centraux. Ouais. C'est une bonne question, je peux répondre en 4 minutes. Je vais essayer de vous
C'est une super bonne question parce qu'effectivement, le neurobiologiste, a priori, c'est quelqu'un qui s'intéresse au conscient, et pas du tout à l'inconscient. Et le psychanalyste, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'inconscient et pas du tout au conscient. Donc, effectivement, si vous choisissez d'être neurobiologiste, comme moi, vous êtes théoriquement parti pour faire du cognitif. Et j'étais parti pour faire du cognitif, même enfin, au niveau du bac, excusez-moi, mais au niveau du bac, j'avais l'impression de ne pas avoir d'inconscient. L'inconscient n'existait que pour ceux qui étaient malades, qui avaient des problèmes psychiques. C'était probablement idiot, mais c'était mon truc. Donc je me suis dit, il faut, la psychanalyse c'est peut-être intéressant, mais je ne vais pas y aller. Et puis, malgré tout, au bout de quelques années, je me suis dit quand même, ça vaudrait le coup d'aller voir des psychanalystes. Et les psychanalystes, il y a deux grandes écoles, grosso modo, mais il y a une école où vous allez 3 fois par semaine pendant 45 minutes, toc, et puis une autre école, l'école lacanienne, où vous allez pendant 5 minutes, et puis au bout de 5 minutes, le psychanalyste vous dit ça va. 5-10 minutes, il vous dit ça va, merci, à la prochaine. Donc c'était ces deux écoles et je devais choisir ces deux écoles, puisque je ne savais pas exactement, donc je suis allé en voir plusieurs, et puis j'étais plutôt dans un milieu, on dit SPP, le milieu de Société de psychanalyse de Paris, qui c'était plutôt les 45 minutes très précis. Et donc j'ai choisi un psychanalyste qui faisait les 3 séances de 45 minutes. Et puis j'ai commencé ma psychanalyse comme ça. J'ai trouvé ça intéressant, mais c'était bizarre. Et puis je ne voyais pas mon inconscient. Et puis j'ai rencontré au Collège de France, justement, un de mes collègues qui, lui, était en analyse avec Lacan. Le vrai Lacan, c'est-à-dire celui qui fait au bout de 10 minutes, qui vous dit dehors. Donc il m'explique que lui, il fait sa psychanalyse par des fractions de 10 minutes, que c'est absolument génial, et qu'il progresse. Et moi, j'avais l'impression de ramer un peu avec mes 45 minutes et tout ça. Et bon, et puis je me dis, mais je ne vais pas changer d'analyse maintenant, bon, je continue. Et puis, une séance qui arrive, et au bout de 10 minutes, le psychanalyste me dit, voilà, ce qui veut dire la séance est terminée. Oh, alors, je sors, et je me dis, mais bon sang, mais il est génial ce mec, comment est-ce qu'il a pu comprendre que j'avais besoin de séances courtes? Et je sors dans la rue et je commence à réfléchir sur le point où il m'a arrêté, etc. Je me dis, vraiment, c'est un petit peu exceptionnel. Bon, la séance d'après, je reviens et je lui dis, écoutez, vous avez été extraordinaire, vous avez compris que je voulais de séances courtes, que j'avais besoin de séances courtes, et je lui explique tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai analysé, etc. Et au bout d'un moment, il me dit, oui, tout ce que vous venez de dire est très intéressant. Simplement, je voudrais vous dire que la dernière fois, vous êtes arrivé avec 35 minutes de retard. Alors là, vous vous dites, il y a un inconscient. Parce que moi, je n'avais pas vu le truc, et je me suis dit, enfin, la théorie, c'est l'expression du désir. Alors ça, c'est un peu gros, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais ce qui est clair, c'est que j'avais envie de ces séances courtes, et que je me suis mis dans cette situation qui est typiquement un acte manqué, et qui est totalement indépendant de ma volonté. Donc là, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, il faut quand même y aller là. Voilà. Vous avez la réponse? Non? Non, mais parce qu'après, on s'aperçoit effectivement qu'il y a ce système de modulateur qui va faire basculer le système entre le conscient et l'inconscient et qui va faire du cortico-sous-cortical. Et ce que font les drogues, en l'occurrence, c'est qu'elles activent le sous-cortical, elles inhibent, enfin, relativement, elles activent plus le sous-cortical que le cortical. C'est pour ça que l'animal est hyperactif. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que l'amphétamine active, la cocaïne active, donc on dit tout ça c'est normal, mais la morphine, qui normalement endort l'homme, active aussi l'animal. Cette hyperactivité locomotrice, on la retrouve avec la morphine, avec l'héroïne. Donc vous avez vraiment le lien entre le cortico et le sous-cortical, par l'intermédiaire des modulateurs. Oui? Non. Bonne question. Ben non, je me suis dit, je vais continuer comme ça. Mais surtout, j'ai commencé à réfléchir différemment, puisque je me suis dit quand même, moi qui me croyais très conscient de mes actes, contrôlant tout, etc., je me dis peut-être que je devrais réfléchir un tout petit peu, quoi. Vous m'auriez conseillé de changer d'analyste? Oui, c'est vrai. Mais justement, il existe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe. Et s'il existe, il n'y a pas de raison de ne pas le retrouver neurobiologiquement. Surtout que, la plupart des théories de Freud ne sont pas
disons que bon, c'est un peu compliqué, mais on peut pas mettre Freud dans une situation d'erreur monumentale quoi, par rapport aux connaissances neurobiologiques que nous avons. Y compris le rêve rétrograde, c'est lui qui a été tout le premier à dire que le rêve est un phénomène rétrograde, et c'est évident qu'il est un phénomène rétrograde. Toutes les expériences qu'on peut faire en réveillant les gens montrent bien qu'il se passe quelque chose entre le réveil et l'expression du rêve, et que le rêve marche à l'envers. D'accord. Vous avez effectivement, bon, on peut parler d'addiction sans drogue, je pense que c'était ça peut-être à ça que vous pensez, c'est qu'effectivement, si vous avez une situation où vous activez de façon très intense ces systèmes modulateurs, mais vous allez retrouver le découplage dont je vous parlais. Ici, on est avec des animaux, d'une part, bon, ça marche aussi apparemment chez l'homme, mais on est avec, les produits sont exactement ceux qu'il faut pour entraîner cette activation simultanée des deux systèmes de telle façon qu'ils se découpent. Vous pouvez avoir, de façon affective, vous pouvez tomber amoureux. Je pense que le fait de tomber amoureux, c'est effectivement une réactivation analogique de votre histoire personnelle, et la personne que vous avez en face de vous vous renvoie un message qui est totalement non cognitif et qui va activer ces modulateurs de façon, disons, de façon telle qu'ils vont éventuellement entraîner un processus qui est analogue à la dépendance. Même si ce n'est pas une dépendance, une pharmacodépendance, ça peut être une dépendance physiologique qui est liée au fait que vous n'avez plus de régulation entre ce système qui protège de l'extérieur et ce système qui vous permet de percevoir l'extérieur. C'est vraiment vous avez, dans le craving, vous avez le craving que, je ne sais pas si vous connaissez, mais le craving, c'est l'excitation interne que reçoit le toxicomane lorsqu'on lui, par exemple, un cocaïnomane à qui on présente du talc. Vous lui présentez du talc et à ce moment-là, il a très envie d'avoir sa cocaïne. Donc il a une excitation très forte et cette excitation qu'on appelle le craving. Et en fait, ce qui se passe, c'est que son activation noradrénergique n'est plus contrôlée par son activation sérotoninergique. C'est-à-dire qu'il part dans un... C'est les animaux que vous voyez tout à l'heure, c'est ces animaux qui sont là. Ils sont là-dessus. Donc on montre quelque chose et vous avez ça, au lieu d'avoir ça. Un type normal, il fait ça, et celui qui a pris de la drogue de façon répétée et qui voit du talc, il a une activation énorme. Et là, cette activation va avoir une conséquence sur le circuit de la récompense dont on n'a pas parlé parce qu'il n'y avait que 45 minutes, mais sur le circuit de la récompense, il va y avoir une demande, une frustration, une recherche, un craving. Donc, pareil pour l'amour. Dans certains cas, on est dans le même type de mécanisme. C'est ce qu'on espère, d'une certaine façon, c'est ce qu'on espère, en tout cas les addictions médicamenteuses, on pense qu'on pourrait les traiter de cette façon. Mais bon, je vous dis, là on vient d'avoir des résultats, donc il y a un mois, il n'y a même pas un mois, en fait on a fait du double aveugle, c'est-à-dire qu'on avait 3 groupes, et au bout de 6 mois, on savait pratiquement quel était le groupe A, quel était le groupe B, quel était le groupe C. Nous, pas les médecins, ni les patients. Mais on voyait bien que dans le groupe C, ça descendait, dans le groupe B, ça descendait moins, et dans le groupe A, ça ne descendait pas. Donc on avait déjà, avant la levée du double aveugle, on le savait. Là, on vient de lever le double aveugle, et on est sûr que c'est bon. Il n'y a pas de discussion possible. Donc, logiquement, ça devrait marcher pour les autres médicaments, les autres produits. Dans la mesure où la cocaïne et l'amphétamine, en tout cas, ont exactement les mêmes effets que l'alcool sur le découplage. Pardon? Non, parce qu'en fait, on ne sait pas, mais il y a un problème avec les opiacés, c'est que les opiacés ont une action sur la noradrénaline qui est un peu différente, c'est-à-dire
c'est exactement la même, mais par un mécanisme différent. Enfin, bon, là, c'est un peu compliqué, je pourrais vous le dire, mais je ne veux pas. En gros ce que fait la morphine chez l'homme, c'est qu'il diminue l'activité noradrénergique. Donc, il entraîne l'endormissement, puisqu'il diminue le modulateur. Donc, il entraîne l'endormissement, ce qui fait que la morphine est la morphée sédative. Mais le fait de diminuer l'activité noradrénergique de façon répétée fait que dès qu'il n'y a plus d'effet de la morphine, ça repart. Donc vous vous retrouvez sur une activation noradrénergique qui est équivalente à ce qu'on avait là. Donc c'est deux mécanismes qui a priori semblent opposés et qui en fait se retrouvent sur la même chose. Merci. Avec plaisir.